Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Nous poursuivons donc notre série de suppléments, notre série de Bada sur la pandémie telle qu'elle est vécue hors de nos frontières, et c'est aujourd'hui au Pérou que nous retrouvons un de nos auditeurs, Lionel Egersheim. Lionel Egersheim, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de dire ce que vous faites au Pérou, ce que vous avez fait, puisque vous n'avez pas toujours fait la même chose, et ce que vous faites maintenant au Pérou? Oui, alors moi je suis arrivé au Pérou tout d'abord dans le cadre d'un échange étudiant il y a maintenant 15 ans et je n'ai eu de cesse d'y revenir depuis. D'abord en tant que banquier, j'étais responsable des activités commerciales de la BNP au Pérou et puis je me suis réorienté vers la culture et vers l'organisation de concerts, de festivals et la gestion de projets culturels. On aura sans doute l'occasion d'en parler un peu plus, mais en ce moment, la gestion de projets culturels et de festivals doit être particulièrement ardue, si tant est qu'elle soit encore possible. Tout à fait, c'est évidemment un des secteurs les plus touchés par la pandémie et surtout celui qui n'a pas de visibilité de reprise à moyen terme en tout cas. Alors, si on en vient au pays lui-même, c'est donc le deuxième pays le plus touché d'Amérique latine, derrière le Brésil. Et c'est un pays, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qu'on donnait comme étant le deuxième le plus touché sur le plan mondial, par rapport au nombre d'habitants, euh, derrière la Belgique. C'est un pays d'à peu près 30 millions d'habitants, dans lequel on dit officiellement qu'il y a eu plus de 20 000 morts, et dans lequel la presse soupçonne le gouvernement de ne pas donner tous les chiffres et estime à au moins le double le nombre de morts qu'il y a eu depuis le début de la pandémie au mois de mars. Oui, tout à fait. La situation est assez difficile depuis ces derniers mois et effectivement, le système des tests et du dépistage est tellement défaillant qu'il est assez difficile d'être sûr des chiffres qui sont annoncés par le gouvernement. Alors le gouvernement, au début de la pandémie, ce qui s'est produit à peu près vers mars, je crois, pour le Pérou. Oui, c'est ça. Le premier cas a été détecté au Pérou au tout début du mois de mars, le 5 mars. Et à Euh, partir de là, le gouvernement a réagi rapidement. Oui, c'est allé très vite. Après le premier cas, c'est allé très vite. Bon, d'une part, la propagation a été assez rapide, puisque 10 jours plus tard, il y avait déjà 100 cas. Mais la réponse du gouvernement a été aussi extrêmement véloce. D'abord, en repoussant la rentrée, puisque début mars, c'est normalement la rentrée des classes. Donc, la rentrée des classes et des universités a été repoussée. Et puis le 16 mars, donc seulement 10 jours après le premier cas, et alors que le Pérou comptait seulement 117 cas à l'époque, donc pour comparer à la même date en France, je crois qu'il y avait un peu moins de 10 000 cas à ce moment-là. Le président a annoncé l'état d'urgence sanitaire et a déclaré un confinement total. Donc total dans le sens où c'était sur toute l'étendue du territoire et c'était pour toutes les activités non essentielles. Non. Donc, je pense que tout le monde a été impressionné au niveau international, mais aussi au niveau national de cette réaction rapide et ça a été très bien reçu en vrai, en réalité par la population. Je pense parce que à cette époque-là, on avait déjà évidemment un petit peu de recul sur la situation, par exemple en Italie, et il semblait qu'une réponse radicale était nécessaire. Et aussi, je pense que la réaction positive de la population et le fait qu'elle ait joué le jeu dans les premières semaines était aussi lié à une conscience de sa vulnérabilité. C'est-à-dire, eh bien, au Pérou, évidemment, l'infrastructure sanitaire, les hôpitaux et la capacité de traiter un nombre de patients est limitée. Et aussi la couverture maladie
de la population est très faible. Et donc, je pense que se sachant vulnérable en cas de contagion, la population était prête à faire pas mal de sacrifices pour ne pas attraper le virus. L'épidémie de coronavirus est arrivée au Pérou après une épidémie de dengue. Où en était le pays par rapport à cette épidémie au moment où le Covid-19 a fait son apparition? Oui, c'est une bonne question puisque alors que justement, une des critiques, j'ai dit que les mesures avaient été très bien prises, mais il y a eu une critique à cette époque-là, c'était en fait tout le cas que faisait le gouvernement vis-à-vis du coronavirus, alors qu'il y avait une épidémie de dengue qui touchait fortement le pays et qui n'était pas, qui ne faisait pas la une des journaux et qui ne faisait pas non plus la principale préoccupation du gouvernement. Et cela, ça s'explique entre autres par la diversité géographique du Pérou et sa centralisation. La dengue, ça touche les zones amazoniennes, c'est-à-dire assez éloignées de la capitale, et les zones les plus pauvres, et donc elles ont été souvent assez oubliées par le gouvernement. Et l'autre raison, c'est aussi que la dengue, cette épidémie, c'est une parmi de nombreuses épidémies qui arrivent toutes les 2 ans, 3 ans au Pérou. Non, ce n'était pas une nouveauté. Une partie, on dit 70% de la population vit de ce qu'on appelle des activités informelles, c'est-à-dire des activités qui sont exercées et payées au jour le jour. La réponse du gouvernement, la réponse économique du gouvernement, là aussi, elle a été rapide et abondante. Oui, elle a été rapide. Elle a été rapide. Elle n'a pas été très abondante. Et avec un peu de recul, on se rend compte qu'elle n'a pas forcément été très bien faite. Euh, Elle a été rapide et c'est ça qui a été salué, puisque très vite, je crois que le Pérou est un des pays qui a le plus rapidement présenté un plan de soutien et de relance dès la fin du mois de mars, début du mois d'avril. Et effectivement, pour ce qui est de la partie informelle de la population, il y avait tout simplement un chèque qui était réservé pour la partie la plus fragile, donc en fonction de critères économiques, et qui servait simplement à qu'ils puissent subsister pendant le confinement. Euh, alors, le problème avec le recul, c'est qu'à cette époque-là, on ne pensait pas que le confinement allait durer aussi longtemps. Et donc, le chèque a très vite été finalement d'un montant assez faible par rapport aux besoins réels de la population. Ce qui explique pourquoi très vite aussi, une grande partie de la population n'a pas respecté ou plus pu respecter totalement le confinement. Et une autre partie de l'appui, en dehors de ces chèques d'appui, c'était des prêts garantis, en fait. Et on s'est rendu compte aussi a posteriori que ces prêts garantis avaient surtout profité aux grandes entreprises qui, je pense, avaient les reins suffisamment solides pour avoir une visibilité de rembourser ces prêts après, parce que ce n'était pas des aides directes non remboursables, c'était des prêts. Donc, bien que ça soit arrivé vite et que ça a été un bon effet d'annonce, au final, avec le recul, avec les 4 mois de recul, ça n'a pas forcément été aussi efficace que cela. À partir de quand est-ce qu'on peut dire que le confinement a cessé? Alors, le confinement généralisé a cessé le 30 juin, mais dès le début du mois de juin, alors que le confinement continuait, certaines activités non de besoins immédiats avaient déjà été libérées. Donc, tu es dans une situation où, par défaut, tout le monde devait être confiné, mais il y avait des exceptions pour tous ceux qui étaient dans des secteurs qui étaient dans le cadre de la phase 1 de la réactivation. Et puis, à partir du 30 juin, donc le confinement a été levé avec toujours des restrictions néanmoins. Et par contre, les activités ne sont pas toutes reprises, hein. Notamment tous les bars, les salles de concert,
n'ont pas repris. Et aujourd'hui, donc au milieu du mois d'août, on est plutôt dans une phase de nouvelles mesures de confinement. Par exemple, depuis la semaine dernière, le dimanche est confiné dans tout le Pérou et dans plusieurs provinces, le confinement est revenu. Donc pour faire face en fait, aux nouveaux cas qui sont vraiment multipliés ces derniers temps. Les populations indigènes ont été traitées comment? Alors, alors, les populations indigènes, surtout celles d'Amazonie, donc qui avaient déjà été frappées, comme vous l'avez mentionné, par une épidémie de dengue pendant la période de décembre à mars, a été très touchée aussi par le coronavirus. Et ça, parce que c'est aussi une population qui se mêle beaucoup à des secteurs informels. Et aussi parce que donc ça a été, donc le virus s'est beaucoup propagé dans les zones, par exemple, d'Amazonie. Euh, et évidemment, le deuxième aspect, c'est qu'il y a peu de soins et peu d'unités de soins intensifs dans ces régions. Alors, on a eu des scènes où, effectivement, c'était des bouteilles d'oxygène qui devaient être envoyées par avion jusqu'à certaines communautés pour pouvoir traiter les personnes malades. Et autour de Lima, est-ce qu'il s'est passé ce phénomène qui arrive souvent dans ce genre de situation économique, c'est-à-dire un afflux de la population vers la capitale? À l'inverse, ce qu'il y a eu au début de la quarantaine, il a eu plutôt une migration inverse. Euh, Comme vous le savez, donc Lima, il y a à peu près 11 millions d'habitants à Lima, donc c'est un peu plus d'un tiers de la population du pays. Et parmi ces habitants, il y a beaucoup de travailleurs qui venaient de province depuis peu, et il y avait aussi beaucoup de migrants vénézuéliens donc, qui avaient quitté le Venezuela avec le problème politique qu'il y a au Venezuela. Et donc, avec la quarantaine et en fait l'arrêt de la plupart des activités économiques, une grande partie de cette population, à la fois ces migrants internes et puis ces migrants du Venezuela, ont essayé de rentrer chez eux. Et donc, on a eu des scènes assez impressionnantes parce que les liaisons routières étaient coupées dues au confinement et à l'état d'urgence. Et donc, les gens, littéralement, ont marché pour soit rejoindre la frontière, soit rentrer dans leur village. Et évidemment, ça a été aussi un vecteur de propagation du virus parce que les protocoles de distance et de barrière n'étaient pas forcément respectés dans ces groupements. J'ai lu que parmi les migrants vénézuéliens, il y avait un certain nombre de gens des professions de santé qui avaient finalement pu être incorporés au système de soins péruvien. C'est exact ou c'est une information enjolivée? Oui, ce n'est pas quelque chose qui a été très publicité ici. C'est possible qu'effectivement, on sait qu'en général, la population vénézuélienne est assez bien diplômée ou préparée en général, donc sans doute aussi dans le système de santé, mais je n'ai pas eu beaucoup plus de- d'informations à ce sujet. Alors, à la situation sanitaire s'ajoute une situation politique qui est un peu instable. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors la situation politique est instable au Pérou depuis maintenant plusieurs années. Euh, le Pérou, c'est une république avec un système présidentiel un peu comme aux États-Unis, donc qui donne beaucoup de pouvoir au président. Euh, mais un peu comme aux États-Unis, ça peut aboutir à des blocages en cas d'opposition entre le président, l'exécutif et le Parlement. Depuis l'élection du dernier président, Pedro Pablo Kuczynski, on était dans ce cas-là, d'une opposition frontale entre le président et le Parlement, ce qui aboutit évidemment un grand immobilisme et qui a abouti au final, après quelques années, à la démission
du président Kuczynski. Son vice-président a pris la suite et donc les oppositions se sont poursuivies, mais cette fois c'est le Parlement qui a été dissous et a donné lieu un peu avant la pandémie à des élections législatives qui ont abouti à un nouveau Parlement qui n'est toujours pas aligné sur le président. Donc les blocages se poursuivent. Aujourd'hui, on a le plus gros parti donc au Parlement est un parti qu'on pourrait décrire comme sectaire évangélique. Et alors que le président serait plutôt centriste, centre-droit. Et donc, on a de nouveaux blocages. Et les blocages, ça se traduit par quoi? Non seulement des lois qui ne passent pas, mais aussi des changements de gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas la confiance du Parlement. Et donc, au final, un grand immobilisme. J'ai compris qu'il y avait au Parlement, au Congrès péruvien, qu'il y avait un étrange parti dont j'aimerais que vous nous disiez deux mots, qui est le Front populaire agricole. Oui, le FREPAP, c'est celui que je qualifiais de sectaire évangélique. C'est à l'origine, en fait, le parti qui est issu je pense qu'il n'y a pas d'autre nom, d'une secte donc d'inspiration protestante qui est assez reconnaissable parce que les accoutrements des fidèles et vraiment dans le style un peu des Quakers. Et donc, justement, dans le cadre d'un rejet général de la classe politique et un peu à la surprise de tout le monde, c'est ce parti qui a reçu le plus de voix lors de la dernière élection. Certains disent que même on a voté pour eux un peu par blague. Donc tout le monde a été surpris de ce résultat. Mais voilà, la situation actuelle, c'est que ce parti est le plus important au Parlement. Et évidemment, il a une ligne un petit peu conservatrice et très clairement rétrograde, je pense, sur beaucoup de sujets sociétaux notamment. Est-ce qu'il a des réclamations particulières en ce qui concerne la politique sanitaire? C'est assez difficile. Il faut savoir que, que la politique sanitaire et toutes les mesures qui ont été prises principalement par décret. Et c'est vraiment le gouvernement et le président qui a eu vraiment la parole sur tous ces sujets pendant toute la période de la quarantaine et du confinement. Et on avait des conférences de presse et des messages directs du président quasi tous les 2 jours pendant les débuts du confinement. Et donc, on a eu un Parlement qui a été peu audible et peu entendu et qui n'a en tout cas pas, dans le cadre de parti FREPAP, pas formulé des propositions très, très concrètes ou en tout cas qui ont été entendues par la population. Pour résumer, la politique politicienne et les conflits politiques ont finalement continué leur cours, mais ne sont pas forcément très liés à la crise du coronavirus. J'ai lu que l'aggravation de la situation se traduit par des chiffres impressionnants. J'ai vu que le 13 août, on annonçait 4000 morts dans le pays. Comment la population réagit-elle face à cette situation? Oui, alors je pense que malheureusement, comme la population est un peu livrée à elle-même, puisque le système de santé est insuffisant, donc il y a beaucoup d'improvisation face à cela. Il n'y a pas de mouvement, on n'a pas de manifestation au Pérou contre la gestion du gouvernement. Ce n'est pas quelque chose qui se voit. Et du coup, on est un peu. Les Péruviens sont assez habitués à être un peu livrés à eux-mêmes et donc le coronavirus n'est pas très différent en ce sens. Il y a de l'automédication. Les Péruviens utilisent la chlorhydrine, tous les médicaments qui sont plutôt déconseillés en général sont assez largement distribués au Pérou.
Il y a aussi de la spéculation sur les bouteilles d'oxygène. Et donc, tout le monde essaye un peu de s'en sortir de son côté, sans qu'il y ait disons, il n'y a pas cette conscience politique de manifester, pour changer les mesures, etc. C'est plus, chacun essaye un peu de s'en sortir comme on peut. Et ça, c'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau de certaines collectivités locales qui exercent qui font leurs propres règles et qui, par exemple, surveillent les entrées les entrées dans certains villages sont surveillées, les gens qui sont testés sur place avant de pouvoir rentrer dans certains villages. Et voilà. Revenons-en, si vous voulez bien, votre secteur d'activité, qui est le secteur culturel. Donc, vous avez précisé que vous vous occupez de festivals. Peut-être vous direz un mot sur la nature de ces festivals. Et puis, quelle est la situation du secteur culturel péruvien en général? Oui, alors, très clairement, notre secteur, en même temps que tous les autres secteurs, a été complètement immobilisé à partir de la moitié du mois de mars. Ce qui est important, c'est que moi, je m'occupe principalement de la musique. Et la musique aujourd'hui, comme les autres spectacles vivants, leur principale source de revenus, c'est les spectacles live, les concerts dans le cas des musiques, puisqu'on sait que le disque ne rapporte plus beaucoup pour les artistes. Dans des pays, disons, plus développés ou avec une politique culturelle plus avancée, il y a aussi d'autres revenus qui sont tout simplement les subventions ou les aides de la part du gouvernement. Dans le cadre du Pérou, c'est quand même beaucoup moins le cas. Donc, les artistes dépendent de ce que les gens payent pour aller les voir, tout simplement. Et à partir du moment que tous les spectacles ont été interdits, ça a fait que tous les artistes se sont retrouvés tout simplement sans revenus et toutes les organisations dont l'activité était de faire ces spectacles ont dû s'arrêter. Alors, face à cela, il y a deux choses. Il y a d'abord l'idée d'essayer de trouver un nouveau modèle économique pour les spectacles vivants et la musique à travers de concerts, par exemple, retransmis en ligne. Mais donc ça, c'est un peu les choses que les artistes et les productions ici ont essayé de mettre en place. Le problème, c'est que la production d'un concert en ligne, c'est finalement plus cher pour faire quelque chose de qualité qu'un concert en live. Et le deuxième point, c'est que les gens n'ont pas vraiment encore l'habitude ni la volonté de payer pour voir un concert en ligne. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'issue. Clairement, par exemple, nous, nos activités ont été, tous nos festivals et concerts ont été annulés. Et l'autre issue, c'est évidemment que le gouvernement appuie le secteur. Donc là, il y a eu une loi qui est passée qui permet effectivement de débloquer des fonds pour les artistes. Mais à la différence du plan de soutien dont on avait parlé au début, celui-ci, pour le secteur de la culture, tarde un peu à se mettre en place. Et c'est seulement à partir de septembre, sans doute, que certains fonds vont être débloqués pour le secteur culturel. Donc ça fait quand même 6 mois d'inactivité pour ce secteur et c'est assez difficile pour beaucoup des artistes et des participants du secteur. Léna Legerchem, vous nous avez dit tout à l'heure que la première fois que vous êtes allé au Pérou, après cette première fois, vous avez fait tout votre possible pour y retourner, et vous y êtes retourné. Peut-être pour clore notre conversation, peut-être pouvez-vous nous en dire davantage sur ce qui vous a tant plu et tant retenu au Pérou? Oui, alors le Pérou est un pays très agréable, premièrement parce que je pense que les gens n'ont pas en tête la diversité du pays, à la fois au niveau culturel et au niveau géographique. Hein. C'est un des seuls pays où on peut, en quelques kilomètres, passer de la côte et du désert
à la cime des Andes et puis plus loin au fond de la forêt amazonienne. C'est aussi un pays qui, depuis la fin des années 90, était en plein développement. Et c'est donc très intéressant de participer un peu de ce développement et de cette croissance. On sent que les choses changent et bougent. Et donc, c'était pour moi passionnant de voir, disons, le développement d'un pays à vue d'œil. Et donc, je recommande un peu à tout le monde, après la pandémie et quand les vols reprendront, de venir connaître ce pays. Une petite question anecdotique, mais le tourisme était très fort au Pérou, était une partie importante de ses revenus, et en même temps, le tourisme était en train de devenir dans certains endroits un problème à cause de l'abondance des touristes. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors c'est intéressant. Le tourisme, effectivement, est important pour le Pérou, mais il faut quand même garder en tête que la principale activité au Pérou, celle qui ramène le plus de devises et celle qui est le plus gros des exportations et des revenus budgétaires du gouvernement, c'est les exploitations minières, non? C'est les mines. Euh, le tourisme arrive bien loin derrière les activités extractives, mais il emploie plus de personnes. Et c'est en cela que c'est important. Le problème, le Pérou a d'énormes richesses culturelles, naturelles à exploiter. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a une infrastructure qui est très limitée sur certains sites. Et donc, finalement, les touristes qui visitent le Pérou sont cantonnés dans ces sites-là, parce que c'est là où il y a des aéroports, c'est là où il y a des routes. Et ces sites-là, comme le Pérou est devenu un peu plus à la mode, sont effectivement de plus en plus surpeuplés. Et ça arrive à un point où il faut limiter les entrées chaque jour. C'est difficile d'aller au Machu Picchu si on n'a pas réservé avec beaucoup d'avance. Mais disons que ça, c'est plus lié aux faibles infrastructures dans le reste du Pérou et sur le reste des sites que au fait qu'il y ait trop de visiteurs au Pérou. Il y a infiniment moins de touristes qui vont au Pérou que de touristes qui vont en France, par exemple, ou même dans d'autres pays moins touristiques. C'est juste que tous les touristes vont au même endroit une fois qu'ils sont au Pérou. Lionel Egerfem, je vous remercie beaucoup d'avoir pris place dans cette succession d'auditeurs du Nouvel Esprit Public. Nous avons, grâce à vous et grâce à ceux qui vous ont précédé et à ceux qui vont vous suivre, avoir l'impression d'avoir des ramifications, des contacts, d'être sinon quasiment une organisation internationale. En tout cas, de pouvoir faire reposer nos informations sur la participation des auditeurs est quelque chose qui est extrêmement agréable et qui est très bien accueilli par tous ceux qui sont à l'écoute. Et donc, je vous remercie d'avoir pris part à cette succession de suppléments de BADA sur la manière dont la pandémie est vécue dans les pays étrangers. Merci beaucoup, Philippe Meyer. Je suis ravi de faire partie de cette nouvelle organisation internationale. Alors. Merci, à bientôt.